c'est de dire qu'il manque quelque chose à la médecine et que cette approche va lui permettre de retrouver ce qui lui manque. Et puis il y en a une autre qui est de penser qu'on gagne toujours à voir les choses à partir de regards multiples. Que quand on a découvert et commencé à utiliser les antibiotiques, dans le domaine des sciences du vivant, c'est le fait d'avoir fait travailler ensemble ou réfléchir ensemble des personnes qui s'occupaient de l'évolution du vivant et donc de l'évolution des populations bactériennes et ceux qui s'occupaient de traiter des patients individuellement, qui a permis de comprendre les mécanismes de résistance aux antibiotiques et de maladies nosocomiales. Donc on gagne toujours, au fond, à être plusieurs, à voir de plusieurs angles, et je crois que ce qui est vrai pour la transdisciplinarité dans les sciences du vivant ou dans les disciplines médicales, et c'est un problème rémanent, comment concilier les spécialités les plus pointues avec une vision qui serait celle de la médecine interne, comment ne pas perdre la personne d'un simple point de vue médical ou biologique dans la précision de la focale qu'on va utiliser pour lui rendre service, eh bien, est aussi vrai au-delà du domaine de la médecine et de la biologie. Et il est évident, comme le disait Patrick Berch tout à l'heure, que quand il s'agit de ce qu'il y a de plus humain en nous, quand il s'agit non pas simplement de traiter, de corriger un défaut de fonctionnement du corps, mais qu'il s'agit d'essayer de tendre vers la définition de l'OMS, de la santé, qui n'est pas l'absence de maladie, comme vous le savez, mais une sensation de bien-être, eh bien, il est évident que la pure vision biologique, physiologique, phénoménologique ne peut pas y suffire. Et donc, tout ce que la médecine peut apporter, je dirais, de remarquable, d'un point de vue peut-être intermittent, un peu comme des photos, guérir des maladies, prévenir telle maladie, je veux dire, comment faire pour que ça s'intègre au mieux dans quelque chose qui, par définition, est continu et sans cesse en train de se bâtir, qui est la santé, qui est la vie des personnes. Je crois que, ça a été évoqué aussi, je crois que la démarche éthique biomédicale, elle est à la fois au fondement de la médecine, Patrick Berch le disait aussi, la médecine au départ peut être vue comme une démarche fondamentalement éthique, la vocation de ne pas abandonner quelqu'un à sa souffrance. Elle peut être vue comme une démarche profondément humaniste. Elle est paradoxalement associée pendant des millénaires à une impuissance à corriger les problèmes qui causent la souffrance et la mort. Et puis il va y avoir quelque chose de paradoxal, c'est qu'au moment où la révolution scientifique permet enfin à la médecine de faire des choses qui étaient considérées comme impossibles, de permettre à des gens qu'on croyait condamnés de survivre, de réanimer, de traiter des maladies dont on pensait qu'elles étaient incurables, de modifier la représentation qu'on se fait de la conception. À ce moment-là, il y a en même temps, pour toute une série de raisons, l'émergence de la démarche éthique biomédicale moderne, 1947, le procès des médecins nazis à Nuremberg, une nouvelle définition de la santé à l'OMS, 1948. Et donc il y a un mouvement qui vient compléter, qui vient accompagner, qui vient parfois antagoniser le développement d'une médecine qui pour la première fois est efficace. Et je crois que ce paradoxe que la médecine a une dimension d'autant plus humaine qu'elle est impuissante à corriger le fonctionnement du corps et qu'elle a tendance à s'éloigner de cette démarche humaine quand elle devient capable de corriger, est quelque chose qu'un certain nombre d'approches ont révélé. Pour moi, celle qui est la plus symptomatique, c'est ce mouvement qui est né dans les années 1970 en Angleterre et qui est le mouvement des soins palliatifs. Ce mouvement des soins palliatifs, qui a été considéré comme une révolution, était tout simplement la réalisation qu'à partir du moment où la médecine commençait d'être capable d'empêcher la mort, de guérir, de remettre sur pied des personnes, elle se retrouvait totalement démunie quand tout ce qu'il y avait à faire était de soulager la souffrance et d'accompagner des personnes dont on ne pouvait pas changer le devenir. Et donc il y a quelque chose qui, je crois, est intrinsèque au développement de la capacité d'agir, au développement d'un certain pouvoir sur la compréhension et le fonctionnement du corps, et qui est que, je dirais, toute une partie de la dimension humaine devient quelque chose qui peut être vu comme une perturbation. Je crois que le grand progrès, c'est ces deux grandes révolutions qui sont à la fois concomitantes et parfois paradoxales ou parfois antagonistes. C'est encore une fois la médecine fondée sur des preuves. Et donc la médecine qui commence à avoir, comme beaucoup de sciences avant, un pouvoir de formalisation mathématique, en tout cas dans le domaine statistique, mais qui, ce pouvoir est lié au fait que je peux oublier une partie de la singularité de la personne. C'est-à-dire, si je peux la ranger dans un groupe
de personnes évidemment dissemblables sur toute une série de paramètres. Si je peux sauver la vie de quelqu'un qui est en coma hypoglycémique ou en arrêt cardiaque, c'est que justement je n'ai pas besoin de connaître la singularité de la personne, en dehors de certains éléments particuliers, pour pouvoir la sauver. C'est dans le fait qu'elle est identique à toute une série de personnes qu'on range dans le même groupe qu'on peut la sauver. Et donc faire réapparaître la singularité de la personne, tout ce qu'elle a d'unique, de particulier, dans cette démarche efficace, peut être considéré initialement comme perturbateur. Le point dans un nuage de points qui dit que tel traitement va être efficace ou que tel effet secondaire va être rare, eh bien, va être perturbé par la singularité de la personne. Elle va être d'autant plus perturbée que, comme je vous le disais, cette révolution fondée sur l'étude des statistiques et des probabilités s'accompagne de l'émergence de ce qu'on a appelé le choix libre et informé, le consentement libre et informé, qui d'une certaine façon dit que l'on ne peut pas faire le bonheur d'une personne quand elle a le temps de réfléchir, quand elle est capable de réfléchir, sans lui demander ce qu'elle pense, ce qu'elle en pense. Et donc on a à la fois une efficacité médicale qui est due et qui est remarquable à l'effacement de toute une partie de la singularité des personnes qui vont être prises en charge, et d'un autre côté, la réapparition de la personne avec ses espoirs, ses rêves, ses craintes, ses attentes, au milieu de cette démarche. Et donc je crois que dans ce qui paraît paradoxal et difficile à réunir, le fait d'élargir le champ et de faire appel à des disciplines, à des approches qui prennent en compte des dimensions non strictement biologiques de la personne, permet, là encore une fois, de réconcilier, de ne pas opposer des démarches qui visent, ne l'oublions pas, c'est par rapport à beaucoup d'activités, la médecine a cette vocation qui vise à soulager la souffrance et à procurer du bien-être.